Bonjour, je m'appelle Paul et je suis avec... Martin, et nous allons vous présenter notre TPE. Le sujet de notre TPE est le voyage de Terre à Mars. Il existe plusieurs projets pour aller sur Mars, mais celui qui a le plus de chances d'aboutir et dont nous disposons le plus d'informations est celui de SpaceX, une entreprise américaine qui a pour domaine l'astronautique et le vol spatial. Elle a été fondée par Elon Musk et travaille avec la NASA pour ravitailler la Station spatiale internationale. Cette société a conçu des lanceurs et des moteurs qu'elle utilise dans le vol spatial, comme les lanceurs Falcon 9 ou encore les moteurs Merlin. Mais malgré cette avancée technologique, SpaceX n'est pas en mesure de donner des dates précises. Néanmoins, elle compte envoyer les premiers hommes sur Mars vers 2024. Nous avons choisi ce sujet pour diverses raisons. Tout d'abord, c'est en lien avec l'actualité. Pour exemple, l'atterrissage sur Mars le 26 novembre 2018 de la sonde InSight. Ou encore les différentes annonces d'Elon Musk sur le projet de SpaceX. Dans un contexte d'intérêt plus personnel, la découverte de nouvelles choses sur l'espace, qui est un grand domaine encore inconnu pour l'homme. Enfin, ce sujet est aussi en lien avec les différentes matières que nous avons choisies. Pour la physique-chimie, la gravité, l'espace et encore l'univers correspondent au choix de celle-ci. Et enfin, pour la SVT, les effets sur l'organisme humain, la vie des astronautes dans le vaisseau durant le voyage, ou encore le choix de la planète Mars par les scientifiques, correspondent au choix de cette dernière. Nous allons donc, durant cette vidéo, répondre à la question: pourquoi aller sur Mars et quels sont les moyens de s'y rendre? Donc nous allons présenter dans une première partie le choix de la planète Mars par les scientifiques, puis dans une seconde partie définir le voyage de Terre à Mars allant du départ depuis la Terre jusqu'à l'atterrissage sur Mars, en passant par la vie des humains durant ce voyage, ainsi que les effets de celui-ci sur leur organisme. Maintenant, nous allons voir pourquoi avoir choisi la planète Mars, mais avant ceci, pourquoi aller coloniser une autre planète. Il existe plusieurs grands facteurs qui obligeront sûrement l'homme à quitter sa planète. Tout d'abord, le nombre d'humains en constante augmentation a fait qu'une seule planète ne suffit plus. La capacité de charge de la Terre est donc dépassée. Pour subvenir aux besoins de la population, il faudrait aujourd'hui 1,7 fois la Terre, ce qui est en partie dû à l'épuisement des ressources naturelles de la Terre telles que l'eau, les sols ou encore les matières premières qui sont essentielles et nécessaires aux besoins des êtres humains, des animaux et des végétaux. De plus, les ressources non renouvelables, qui sont très exploitées aujourd'hui, comme le pétrole, verront très rapidement leur stock épuisé. Enfin, le dernier grand facteur est la pollution. L'écosystème est dégradé par l'homme, qui émet des éléments de différentes sortes dans l'atmosphère, la mer, la terre. Les conséquences sur notre environnement et sur le climat sont à la fois au niveau local, régional et planétaire, et peuvent être irréversibles, ce qui pousse l'homme à quitter sa planète. La question que beaucoup de personnes se demandent, c'est pourquoi aller sur Mars établir une colonie et non sur la Lune, qui est bien plus proche de la Terre. Mais Mars est une planète alors que la Lune est un satellite naturel, et donc cette planète pourrait nous apprendre bien plus de choses que l'on pense, comme par exemple aider à trouver une réponse exacte sur l'origine de la vie. Tout d'abord, Mars est une planète tellurique, comme la Terre, c'est-à-dire qu'elle possède un noyau, un manteau et une croûte. Donc il est possible de construire des bâtiments pour une future colonie, ce qui aurait été impossible sur une planète gazeuse. Et cela aiderait aussi grandement les scientifiques pour connaître exactement la structure interne de Mars, mais aussi sur l'origine de la vie. Ensuite, Mars est la seule planète ayant un climat et une température extrêmement proches de celle de la Terre. En effet, sur Mars, la température au niveau de l'équateur oscille entre -143 et 24 degrés selon l'altitude d'après la NASA, ce qui en fait la planète où nous supporterons le mieux les températures. De plus, Mars possède aussi presque le même cycle jour-nuit que la Terre, puisqu'elle a une vitesse de rotation autour de son axe très proche de celle de la Terre, ce qui fait qu'elle a des journées de 24,62 heures. Donc notre corps subira peu de changements sur ce niveau-là. Mars a aussi les 4 mêmes saisons que sur la Terre, mais ces saisons augmentent ou diminuent la taille de ses calottes polaires, ce qui crée les différences de pression qui engendrent des mouvements d'air
qui, en soulevant le sol de Mars, peuvent la plonger dans des tempêtes de plusieurs mois, ce qui pourrait y rendre la vie difficile. Ensuite, l'intensité de pesanteur sur Mars est différente que celle sur la Terre. En effet, la formule est petit g est égal à grand G fois la masse d'un objet divisé par le rayon de celui-ci au carré, où petit g est l'intensité de pesanteur, grand G est la constante de la gravitation universelle, petit m est la masse de l'astre en kilogrammes, r est le rayon de l'astre en mètres. Donc pour Mars, cela donne petit g de Mars est égal à 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 6,36 fois 10 puissance 23 divisé par 3390 fois 10 puissance 3 au carré, qui est égal à 3,71 newtons par kilogramme. Pour la Terre, l'intensité de pesanteur est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 multiplié par 5,97 fois 10 puissance 24 sur 6370 fois 10 puissance 3 au carré, qui est égal à 9,8 newtons par kilogramme. On constate donc que l'intensité de la pesanteur est 3 fois moins importante sur Mars que sur notre planète. Cette différence signifie que le poids d'un homme serait environ 2,64 fois moins important sur la planète rouge que sur la Terre. Les calculs s'appuient sur la formule suivante. P est égal à m fois g, où P est le poids, m la masse et g l'intensité de pesanteur. Donc pour un homme de 70 kg sur Terre, P est égal à 70 fois 9,8 qui est égal à 686 newtons, et sur Mars, P est égal à 70 fois 3,71 qui est égal à 259,7 newtons. Ce problème est gênant à plusieurs niveaux, notamment pour l'atterrissage. Il y a un risque d'endommagement, voire de destruction des modules, et nous ne connaissons très peu les effets à long terme d'une intensité de pesanteur plus faible que celle sur la Terre, sur l'homme. Mais, sur Mars, un problème se pose, celui de trouver de l'eau sous forme liquide. En effet, la température moyenne de Mars est de moins 40 degrés, et la pression y est aussi trop faible pour trouver de l'eau sous l'état liquide. En effet, elle est 100 fois moins grande que sur Terre. Cela pourrait poser des problèmes, comme par exemple cultiver des légumes, puisqu'il faudrait alors récupérer l'eau sous forme de glace sur Mars, puis la faire fondre pour la rendre utilisable. Mais aussi recycler tout le possible comme dans l'ISS. Et enfin, Mars est une planète qui possède une atmosphère, mais qui est inhospitalière. En effet, comme on peut le voir, cette atmosphère est irrespirable, puisqu'elle est composée majoritairement de dioxyde de carbone. Du fait de cette atmosphère, il n'y a pas de vraie couche d'ozone. Donc tous les rayons cosmiques, les radiations et les rayons UV passeraient, ce qui serait très néfaste pour l'organisme. Donc Mars est presque le choix de prédilection pour aller coloniser une première planète, et un de ses principaux atouts est sa distance avec la Terre, qui est de 55,758 millions de kilomètres au plus proche. Il existe de nombreux projets pour se rendre sur Mars, tels que Mars One ou bien celui de la NASA. Mais celui dont nous disposons le plus d'informations et le plus abouti est celui de SpaceX. Nous nous concentrerons donc sur celui-ci. Pour quitter la Terre, SpaceX a conçu un lanceur super lourd, qui n'est pas seulement destiné à aller sur Mars, mais aussi pour ravitailler l'ISS, ou encore faire des voyages terrestres, ou bien permettre des missions lunaires de longue durée, et bien évidemment des voyages sur Mars ou la Lune, dont le premier est prévu pour 2020. La fusée est composée de deux parties, le Starship et le Super Heavy, qui est le booster. Le Super Heavy est la partie de la fusée qui permettra de quitter la Terre. Il fait 63 mètres de hauteur pour 9 mètres de diamètre. Il est équipé de 31 moteurs Raptor de SpaceX qui ont chacun une poussée comprise entre 1900 et 2000 kN, ce qui fait une poussée de 61,8 MN au total. Le Starship est le vaisseau qui atterrira sur Mars. Il peut transporter jusqu'à 100 tonnes de matériel et 100 personnes grâce aux 1000 m3 pressurisés. Il fait 55 mètres de hauteur et 9 mètres de diamètre pour une masse de
1935 tonnes, dont 240 pour le carburant. Le carburant est composé d'oxygène liquide et de méthane. Le Starship est équipé de 7 moteurs Raptor qui lui procurent une poussée totale de 13,9 MN. Le vaisseau est en acier inoxydable, ce qui peut paraître étonnant du fait qu'il est plutôt lourd par rapport aux matériaux traditionnellement utilisés, qui sont des matériaux composites bien plus légers. Mais l'acier inoxydable a le meilleur rapport résistance-poids. Il a une meilleure résistance aux fortes températures, notamment lors d'une entrée en atmosphère, ce qui fait qu'un bouclier thermique moins important est nécessaire. De plus, ce blindage en acier inoxydable sera poli comme un miroir pour permettre de refléter les rayons du soleil et donc éviter des hausses de température inutiles. Au décollage, le Starship est vide en carburant pour faciliter celui-ci, car le poids du Starship sera moins important et donc pour une même vitesse, le booster consommera moins de carburant. Pour le ravitailler en carburant en orbite terrestre basse, qui est la zone d'orbite terrestre allant jusqu'à 2000 km d'altitude, SpaceX a développé une technique qui consiste à faire atterrir le booster utilisé pour le Starship sur un site de lancement. Une fois atterri, une variante du Starship anciennement BFR Tanker, qui est composée exclusivement de réservoirs de carburant, est installée sur le booster. Pendant ce temps, le booster est ravitaillé en Propergol pour faire décoller le tanker, qui va rejoindre le Starship en OTB, pour le ravitailler en carburant, et tout ça 4 fois de suite. Le Starship est ravitaillé 4 fois, car entre chaque ravitaillement, il prend de la vitesse, et après le dernier, il quitte l'OTB pour prendre la direction de Mars. Avant de quitter l'orbite, la trajectoire, la vitesse, l'inclinaison et le reste sont vérifiés plusieurs fois par le centre de contrôle sur Terre. Puis il donne le feu vert pour la quitter. Dans un premier temps, le Starship déploie des panneaux solaires qui permettront d'avoir continuellement de l'électricité pour le vaisseau. Une fois l'orbite quittée, les moteurs sont éteints, puisque dans le vide, il n'y a aucun frottement, donc rien ne vient freiner à la fusée comme sur Terre. Elle est donc censée garder sa vitesse tout le long du trajet. Or, dans l'espace, le vaisseau devra continuellement réajuster sa trajectoire et sa vitesse, car la force gravitationnelle des planètes et du Soleil les modifieront. SpaceX n'a pas encore dévoilé la trajectoire exacte que le Starship prendra, mais elle sera sûrement très similaire au scénario de conjonction. Le vaisseau décolle au moment le plus favorable et atterrit sur la planète Mars au bout de 180 jours de voyage. Il séjourne 550 jours sur le sol martien jusqu'à l'ouverture de la fenêtre de lancement la plus favorable. Le trajet de retour dure également 180 jours. La durée totale de la mission est de 910 jours. Tout d'abord, il faut savoir que la vie en apesanteur durant le voyage vers Mars est extrêmement différente de celle de la vie sur Terre. En effet, la pesanteur complique énormément la vie, puisque tout est libre, c'est-à-dire que tout objet flotte. De plus, le vaisseau sera un vrai petit écosystème à lui tout seul. Durant le voyage, tout ce qui sera utilisé dans le vaisseau sera recyclable, et tout sera produit dedans, comme la nourriture consommée, puisqu'il est impossible de ravitailler les astronautes, dû à la distance et la durée du trajet. La nourriture sera produite grâce à une imprimante 3D. Les aliments seront faits à partir d'une pâte composée d'eau, de protéines et de glucides en poudre, de vitamines, de saveurs, de couleurs ou encore d'huile. Elle pourra aussi venir de plusieurs sortes de salades et de légumes riches en protéines qui seront cultivés dans le Starship. Ces mêmes plantes permettront de produire l'oxygène pour les 1000 m3 habitables du Starship grâce à la photosynthèse. Chez les plantes terrestres, la photosynthèse se réalise dans les chloroplastes, qui sont eux-mêmes dans les cellules chlorophylliennes. La photosynthèse fonctionne sur le principe que les chloroplastes utilisent le dioxyde de carbone présent dans l'air et l'eau de la plante pour créer des molécules organiques et du dioxygène grâce à la lumière. Pour l'eau, elle sera issue à plus de 90% du recyclage à partir de l'urine, la transpiration ou même la vapeur d'eau contenue dans l'air conditionné. Pendant ce long trajet entre la Terre et Mars, les astronautes feront en quelques détails près les mêmes choses que dans l'ISS, c'est-à-dire qu'ils devront faire 2 heures minimum de sport par jour, comme du vélo,
de la musculation ou encore du tapis de course pour ne pas perdre de masse musculaire due à la pesanteur. Faire des contrôles sur la qualité de l'eau, qui est recyclée tous les jours, vérifier que le système fonctionne bien, vérifier que tous les objets et les astronautes durant leur sommeil sont bien attachés pour ne pas endommager le vaisseau et ses appareils, car ils dériveraient à l'intérieur à cause de la pesanteur. Mais ils ne font pas que travailler et pourront, durant leur temps libre, communiquer avec leur famille, jouer avec les autres membres à des jeux de cartes ou des jeux de société, ou tout simplement se détendre. Tout d'abord, il faut savoir que jamais dans l'histoire, les astronautes ont été envoyés dans l'espace sur une mission aussi prolongée que celle sur Mars. On peut donc supposer qu'un tel voyage devrait pouvoir être supporté par l'homme, mais les contraintes sont nombreuses. Nous allons donc les présenter en détail. Le mal de l'espace. Dans un premier temps, les astronautes devront s'adapter au mal de l'espace, SMS ou Spain Motion Sickness en anglais, dû à l'absence de pesanteur. Ce changement va induire un dysfonctionnement de l'oreille interne. Ils vont donc ressentir différents symptômes, allant du simple mal de tête au vomissement avec nausée, tout en ayant une étrange sensation de désorientation. Au bout d'un certain temps, allant de quelques heures à environ 2 jours, les astronautes s'habitueront et pourront reprendre leur mission. Cependant, il a été remarqué que pour les longues durées dans l'espace, le mal de l'espace peut réapparaître plusieurs fois. La fragilisation des os. En apesanteur, la colonne vertébrale a tendance à grandir de quelques centimètres. Le calcium ainsi que certains sels minéraux vont quitter les os, ce qui va gravement les fragiliser. Le calcium va se retrouver dans les urines en trop grande quantité et peut provoquer l'apparition de calculs rénaux extrêmement douloureux. Pour éviter ces problèmes, il faut une alimentation riche en calcium et surtout des exercices quotidiens intenses et réguliers. L'atrophie musculaire. Dans l'espace, certains muscles n'auront plus aucune utilité et vont donc s'atrophier. La personne va voir apparaître une réduction de l'habileté, de la force et de la locomotion, ainsi que du maintien d'une posture correcte. Cela va également être une source de douleur musculaire et ligamentaire. Pour diminuer celle-ci sans la stopper totalement, le sport intense et quotidien est une des meilleures solutions actuelles. Dans le cas que nous étudions, les passagers ne reviendront pas sur Terre mais iront sur Mars. La gravité sur Mars étant bien moindre que celle sur Terre, ils auront donc moins de difficultés à rester debout, même si elle restera très intense. Action sur le système cardiovasculaire. Sur Terre, le sang, attiré par la gravité, a tendance à s'accumuler dans la partie inférieure du corps. En apesanteur, le sang va s'accumuler dans la partie supérieure du corps et les astronautes vont alors avoir une sensation de légèreté dans la partie inférieure du corps. L'organisme va du coup interpréter ce phénomène comme l'augmentation du volume sanguin et les oreillettes du cœur vont alors se dilater. Il y aura alors une élimination urinaire massive, fuite d'eau et sels minéraux, et une diminution de la sensation de soif. Pour répondre au problème du passage de la pesanteur dans l'espace à la gravité de Mars, il existe des combinaisons anti-G identiques à celles utilisées par les pilotes de chasse pour empêcher le sang de quitter la tête pendant les manœuvres à haut facteur de charge. Diminution du nombre de globules rouges. En apesanteur, on observe une diminution du volume sanguin ainsi qu'une diminution du nombre de globules rouges allant de 10 à 15% de globules rouges en moins. Cette diminution peut causer de gros problèmes à l'équipage, en cas de blessure ou d'hémorragie durant le vol. Les phénomènes qui peuvent affecter la formation des globules rouges sont encore inconnus. Le vaisseau devra donc être équipé de réserves de sang et l'équipage devra être capable de réaliser des transfusions sanguines si nécessaire. Affaiblissement du système immunitaire. La réactivité ou encore la prolifération de certains types de globules blancs, les lymphocytes T, sont particulièrement affaiblis. Le moindre risque d'infection devient donc préoccupant. Or, les bactéries, les virus et les champignons microscopiques flottent dans l'air bien plus longtemps en apesanteur que soumis à une gravité. Il faudra donc utiliser des filtres pour purifier l'air. Action sur le système respiratoire. Rien de très inquiétant, seul un phénomène a été remarqué. L'apesanteur observe que la respiration fait intervenir de manière plus importante l'abdomen.
Les radiations. Dans l'espace, les astronautes sont exposés à des rayonnements dangereux, pouvant causer des mutations, des cancers, une cataracte, une diminution de la durée de vie. Les rayons cosmiques et les éruptions solaires. Les rayonnements du milieu interstellaire peuvent être soit de nature corpusculaire, électrons, protons, noyaux lourds, ou photoniques, rayons gamma, X, ultraviolet, infrarouge, visible ou radio. Ils peuvent provenir de différentes sources, les ceintures de Van Allen qui entourent la Terre, du Soleil ou des rayons cosmiques. Les ceintures de Van Allen sont deux champs magnétiques circulaires qui entourent la Terre. Elles donnent à la fois un avantage qui est de stopper les radiations venant de l'espace vers la Terre, mais elles donnent aussi un désavantage puisqu'elles sont très radioactives et seront dans la trajectoire de l'équipage. L'équipage devra donc la traverser rapidement pour ne pas rester trop exposé à cette radioactivité. Le Soleil, lui, émet dans l'espace un flux de particules appelé vent solaire, provoquant les aurores polaires. Mais le principal danger sont les éruptions solaires, qui durent quelques heures et qui se produisent à la surface du Soleil. Elles libèrent une quantité de particules très énergétiques, en particulier des protons, qui peuvent tuer un équipage très rapidement. Le rayonnement cosmique comprend surtout des protons énergétiques et des atomes très lourds, comme le fer ou le nickel, qui sont très dangereux. Contrairement aux éruptions solaires, le rayonnement cosmique est constant. L'équipage est donc exposé à de faibles doses, mais de manière continue durant tout le vol, environ 35 rem par an. Lorsque des particules frappent la rétine d'un astronaute, il voit les éclairs lumineux, même les yeux fermés. Il y a environ un éclair par minute. Contre des doses de radiation importantes, le vaisseau est équipé de blindage, de quelques centimètres d'épaisseur, pouvant arrêter une grande partie des particules des éruptions solaires. Par contre, pour stopper les particules cosmiques, il faudrait employer des boucliers épais de plusieurs mètres, c'est donc impossible à mettre en œuvre aujourd'hui. Les effets psychologiques. Un environnement sans changement conduit à l'ennui et à toutes sortes de manifestations les plus destructrices pour la cohésion ou l'intégrité d'un équipage, comme des problèmes de mémoire et de concentration, une baisse d'énergie, la diminution des capacités intellectuelles, l'augmentation de l'hostilité envers les collègues, le repli sur soi ou encore l'état dépressif. Une fois l'enthousiasme du départ passé, la monotonie va s'installer. L'équipage devra supporter le confinement, l'absence d'intimité, l'isolation sociale, les systèmes de survie, le sommeil perturbé ou pénible, la pesanteur, etc. L'atterrissage sur Mars est un vrai défi pour SpaceX ou n'importe quelle entreprise qui compte envoyer un engin sur Mars. En effet, sur Mars, il y a une atmosphère bien différente de celle de la Terre, ce qui fait que le Starship sera moins freiné par celle-ci. SpaceX a dû trouver un autre moyen que des parachutes pour faire atterrir son vaisseau, qui ne fait pas moins de 135 tonnes. Donc maintenant, nous allons voir comment SpaceX compte faire atterrir son vaisseau. L'atterrissage devrait durer 473 secondes et se déroule en plusieurs parties. À t égale 0 secondes, le vaisseau entre dans l'atmosphère de Mars, à une vitesse de 7,5 km par seconde. De t est égal 45 secondes à t est égal 247 secondes, le vaisseau se positionne de façon à freiner. Après t est égal 247 secondes, le vaisseau s'oriente de façon à ce que les réacteurs soient en direction du sol de Mars. À t est égal 434 secondes, les réacteurs s'activent lorsque le vaisseau est à une vitesse de 2,5 km/s et à une altitude de 2,5 km, jusqu'à l'atterrissage complet. Une fois le vaisseau atterri, les astronautes vont probablement attendre un moment pour laisser le temps au réacteur de refroidir, pour pouvoir sortir et fouler le sol de Mars. Pour conclure cette vidéo et répondre à la question pourquoi il est sur Mars et pas quels moyens s'y rendre dans les prochaines années, nous pouvons dire qu'il y a une nécessité de quitter la Terre pour raisons suivantes: la surpopulation, l'épuisement des ressources naturelles et la pollution. Que le choix d'aller sur la planète Mars est, même s'il y a quelques points négatifs, celui qui reste le plus logique pour l'homme, pour les raisons suivantes.
La planète Mars est la plus proche de la nôtre. Elle est similaire à la Terre de par son cycle jour-nuit, sa température, la présence de l'eau, la présence d'une atmosphère, sa composition tellurique, son climat, la présence de saisons, et enfin des potentielles réponses à des questions scientifiques. L'homme a l'habitude de quitter la Terre, ce qui n'est plus un problème. Cependant, le trajet comporte des risques vitaux pour l'équipage, comme l'exposition aux rayons cosmiques, qu'il faudra prendre en compte. L'atterrissage sur Mars, quant à lui, présente aussi quelques risques, car jamais auparavant, l'homme a fait atterrir un objet de telle taille, de telle masse sur celle-ci. Mais le projet de SpaceX ne s'arrête pas à un simple voyage vers Mars. Il cherche à coloniser la planète, un projet ambitieux, et s'il est réussi, alors l'humanité verra une nouvelle ère, l'ère interplanétaire, qui donnera lieu à de nouvelles technologies et qui fera accéder à l'homme à un nouvel horizon à découvrir. Nous tenions à remercier Madame Logodin, Monsieur Monge ainsi que Monsieur Larue pour nous avoir encadrés durant notre TPE.